Bonjour, ce qu'il faut retenir. Dans cette capsule, on traitera la SNC, la société en nom collectif. On suppose toujours que trois personnes, Aziz, Ahmed et Mariam, veulent créer leur entreprise et se demandent quelle forme choisir pour leur projet. Ils ont deux possibilités, soit une des sociétés de personnes ou une des sociétés de capitaux, ou bien une autre forme SARL, société à responsabilité limitée, qui est à la fois une société de personnes et une société des capitaux. On traitera dans cette séance, dans cette capsule, la SNC, la société au nom collectif, qui est la plus importante des sociétés de personnes. Rappel, une société de personnes, c'est un groupement dont les membres se sont réunis en considération de la personnalité de chacun, en raison de la confiance réciproque, de la capacité ou des compétences de chacun, de la solvabilité et de l'honorabilité de chaque associé. Les associés se connaissent donc bien et l'importance dans cette forme de société est donnée à la personne. La SNC, ou bien la société en nom collectif, peut être définie comme une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les deux traits importants de cette société, c'est que les associés doivent avoir tous la qualité d'un commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. C'est-à-dire, quel que soit le montant du capital, les associés sont tenus de payer les dettes de la société sans aucune limite. C'est ça la signification du mot indéfiniment. De même, un associé, quelle que soit sa part, si petite soit-elle, est solidairement responsable des dettes sociales sur son patrimoine personnel, si la société n'a pas les moyens d'honorer ses dettes. En somme, si les associés Ahmed, Aziz et Mariam décident de former une SNC, société en nom collectif, chacun d'eux risque de payer toutes les dettes si la société n'a pas les moyens de faire face à ces dettes. C'est ça la signification du mot solidairement. Ce type de société est donc risqué. Les associés peuvent perdre leur patrimoine personnel, à titre d'exemple, leur maison ou leur voiture. Deuxièmement, les associés doivent avoir la qualité d'un commerçant. Cette dernière s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités énumérées par l'article 6, 7 et 8 du Code du commerce. On peut citer par exemple l'achat pour vente comme acte de commerce par nature. Et pour créer ou bien constituer la SNC, on doit respecter en plus des conditions qu'on a vues dans la première capsule, des conditions de fond et quelques conditions de forme. Les associés d'une SNC doivent avoir tous la qualité d'un commerçant. Ils doivent avoir donc la capacité commerciale. Ainsi, la qualité d'associé à une société en nom collectif est interdite aux mineurs non émancipés, aux majeurs en tutelle, c'est-à-dire aux majeurs incapables, aux incompatibles, à titre d'exemple les fonctionnaires, le policier, les médecins, et aux personnes frappées d'une déchéance commerciale suite aux condamnations pénales pour vol, abus de confiance, émission de chèques sans provision, infractions fiscales et douanières, etc. Deuxièmement, si la loi n'impose aucun montant minimum à la constitution du capital de la SNC, des apports en numéraire et des apports en nature sont également nécessaires pour la formation du capital de la SNC. Les apports en industrie sont également possibles dans ce genre de société, mais ils n'entrent pas dans la composition du capital social. Concernant les conditions de forme, l'acte constitutif doit être fait par écrit authentique, c'est-à-dire notarié, ou sous seing privé. Il doit être daté et contenir des mentions obligatoires, telles que les prénoms, nom, domicile de chaque associé, la constitution en forme de la société en nom collectif, l'objet de la société, la dénomination sociale, le montant du capital, le siège social, l'apport de chaque associé et l'évaluation qui lui a été donnée, le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé, la durée pour laquelle la société a été constituée, les noms, prénoms, domicile de chaque associé, le tribunal où les statuts ont été déposés et la signature des parties. Troisièmement,
Les statuts doivent être déposés au greffe du tribunal du commerce du lieu du siège social pour être inscrits au registre de commerce. Et enfin, ils doivent être publiés au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale pour être portés à la connaissance des tiers, c'est-à-dire toute personne en dehors des associés. Concernant le fonctionnement de la SNC, cette société fonctionne avec deux principaux organes, les gérants et les associés non gérants. Et on peut ajouter le commissaire aux comptes, qui n'est pas obligatoire. La SNC peut fonctionner avec un ou plusieurs gérants. Le gérant ou bien les gérants peuvent être nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Les gérants peuvent être parmi les associés ou en dehors des associés, c'est-à-dire que les associés peuvent choisir un gérant parmi eux ou recruter une personne en tant que gérant. La gérance peut être assurée par une personne physique ou bien par une personne morale, notamment une autre société. La nomination des gérants doit se faire à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les associés doivent avoir le même avis concernant la nomination. Et bien sûr, sauf disposition contraire dans les statuts. Et si aucun gérant n'est désigné, tous les associés sont considérés comme des gérants, et chacun d'eux peut accomplir séparément des actes de gestion, et donc il peut engager la société par sa seule signature. À propos des pouvoirs des gérants, ce sont les statuts qui les fixent. Si les statuts n'ont rien prévu, n'ont rien mentionné sur les pouvoirs des gérants, les gérants ou bien le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Par acte de gestion de la société, on veut dire tous les actes d'administration et les actes de disposition nécessaires à la réalisation de l'objet social de la société. Concernant les rapports du gérant avec les tiers, c'est-à-dire avec les personnes en dehors des associés, la société est engagée par les actes des gérants qui relèvent de l'objet social. Toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers, c'est-à-dire que n'importe quelle action par le gérant engage la société, même si les autres associés ou bien les autres gérants, s'ils sont des gérants, ne sont pas d'accord. Pour les autres associés non gérants, elles ont le droit de participer à la modification des statuts. Ils doivent approuver les comptes annuels, bien sûr en assemblée, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Les associés ont aussi un pouvoir de contrôle qui leur donne le droit 2 fois par an de prendre connaissance au siège social des livres, des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale de la société. Le droit de prendre connaissance, bien sûr, emporte celui de prendre copie. Les décisions dans l'Assemblée générale d'une SNC sont prises en général à l'unanimité, sauf si les statuts stipulent d'autres modalités de vote. Pour les commissaires aux comptes, ils ne sont pas obligatoires dans une SNC. Ils peuvent être nommés à la majorité des associés. Cette nomination est obligatoire seulement pour les sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions dirhams. La dernière section de cette capsule traite quelques cas où la société SNC est dissoute. En cas d'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, si la société n'a pas les moyens d'honorer ses dettes, elle sera liquidée pour pouvoir payer ses créanciers. En cas d'une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés, la SNC est donc dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue dans les statuts
ou que les autres associés ne décident sa continuation à l'unanimité. La société est dissoute parce que l'un des associés a perdu sa qualité d'un commerçant. Et parmi les conditions de la création d'une société SNC, tous les associés doivent avoir la qualité d'un commerçant. La SNC est dissoute aussi en principe par le décès de l'un des associés, parce que c'est une société de personnes et l'importance est donnée aux personnes. Les statuts peuvent cependant toujours stipuler la continuité de la société dans les statuts. Un agrément peut permettre aux héritiers, enfants du conjoint de l'associé décédé, d'être acceptés par les autres associés survivants. La société est aussi dissoute dans le cas de la fusion de la société avec autre société. D'ici là s'achève notre capsule. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, ce qu'il faut retenir. Et merci de votre attention.